Bonsoir à tous. Et ma communication est consacrée à l'un des sujets de notre recherche, de notre recherche conjointe avec mes collègues de l'Université Jean Jaurès. Il s'appelle les projets aéronautiques nationaux russes et français dans la première moitié du XXe siècle. L'objet central de cette recherche est une analyse comparative du développement des aéronautiques françaises et russes, surtout soviétiques, leurs conditions et contextes d'émergence technique, économique, politique, socioculturelle, ainsi que les rôles des principaux acteurs de ces processus. De notre point de vue, c'était la logique de l'arsenal qui dominait, la logique marquée par une intervention appuyée des pouvoirs publics. Chaque projet a ses propres buts, ressources, stratégies, formes de sa structuration. Aujourd'hui, ma conférence est consacrée au mécanisme de légitimation du projet aéronautique soviétique dans l'entre-deux-guerres. À la fin de 1922, le gouvernement soviétique a approuvé le programme de restauration et de développement de l'industrie aéronautique. Cependant, dans la première moitié des années 20, l'existence même de la production aérienne nationale a été remise en question. Au niveau politique le plus haut, on discutait l'invitation des étrangers avec leur expérience technique de pointe, culture de production, etc. En 1922, la société Junkers a conclu un contrat de concession avec Moscou pour une usine d'aviation. Ce contrat sera rompu par la partie soviétique en 1926, mais il existait pendant quelques années. Voilà, c'est un atelier mécanique de l'usine Junkers à Moscou. Et c'est l'avion Junkers, chez nous, il s'appelait UG-1, qu'on produisait à cette usine. En général, dans les années 20, l'industrie aéronautique ne figurait pas parmi les priorités. En 1926, elle employait environ 5000 personnes, pas plus. Pour comparaison, à la fin des années 30, elle employera environ 200 000 personnes. La plupart des avions, 70% des moteurs d'avions ont été importés à l'étranger. Ce n'est que le début de l'industrialisation forcée à la fin des années 20 qui a stimulé le développement accéléré de l'aviation soviétique. Au milieu des années 30, l'Union soviétique s'est retirée de la production d'avions et de moteurs d'avions sous licence et a organisé la production de ses propres modèles. Mais cette poussée industrielle s'est accompagnée d'énormes difficultés pour les gens. En 1928, à URSS, sans guerre, des carnets de rationnement ont été introduits. Pendant toute la décennie d'avant-guerre, la vie quotidienne tournait autour des pénuries alimentaires et des biens de consommation de base. Les gens qui ont créé la base industrielle de l'Union soviétique étaient mal nourris, mal habillés et vivaient dans les baraques. Il fallait expliquer aux gens qui, pour la plupart, ne se sont jamais détachés du sol pourquoi ils avaient besoin d'avions. On peut noter trois mécanismes de légitimation qui ont été utilisés dans la société soviétique dans les années 30. C'est la militarisation, ce sont trois magazines aéronautiques. C'est la militarisation, comme ici, la glorification,
des pilotes, comme ici, et images du futur, comme ici. Alors, en passant à propos, des estimations des experts qui ont souligné l'importance des transports et de l'économie de l'aviation n'ont pas joué un rôle important dans la promotion des idées aéronautiques dans les masses populaires. L'aviation est apparue en Russie au début du XXe siècle comme un sport extrême, une attraction, un loisir aristocratique. Pour la grande majorité des habitants du pays, l'avion était absolument inconnu. Mais dans les années 20 et 30, l'aviation est devenue un engouement et la chose à la mode. La Première Guerre mondiale a montré l'importance de l'aviation en tant qu'une arme. Et le discours militaire de l'aviation s'est formé. La première campagne de propagande aérienne en russe, en l'Union soviétique, a été organisée en 1923. Son idée est née dans les milieux militaires et c'était Léo Trotsky, commissaire du peuple pour les affaires militaires, qui est devenu son initiateur. Le 15 février 1923, dans le journal Izvestia, il a publié un article consacré au 5e anniversaire de l'Armée rouge. Voilà la citation. L'aviation est le moyen le plus élevé, le plus moderne de surmonter l'espace. Elle a un avenir incommensurable. Et il faut que nos jeunes soient largement captés par l'idée de croissance et de prospérité du transport aérien. Cette affaire devrait intéresser nos techniciens, enseignants, poètes et artistes. Le 8 mars 1923, à l'initiative de Trotsky, la Société des Amis de la flotte aérienne a été créée. Son but était de collecter des fonds pour la construction des avions et d'éliminer l'ignorance de l'aviation de la population. Comment on le faisait? Le 2 avril 1923, la société a lancé un appel à tous les citoyens de l'URSS, prolétariat en avion. Voilà, c'est un poster avec ce slogan, avec cet appel. D'autres slogans de la campagne de propagande étaient l'Union soviétique, c'est la forteresse assiégée. Qu'est-ce qu'on faisait pour collecter des fonds? Alors, pour recueillir les fonds, voilà, on organisait des loteries, comme voilà, par exemple, c'est un billet de loterie. Si on paye 5 roubles, on peut gagner 10 000 roubles. Voilà, c'est une chose très intéressante. C'est un document très intéressant. C'est l'autorisation d'aller au restaurant après 11 heures du soir si, après avoir fait un don de 3 roubles à la Société des Amis de la flotte aérienne. Et voilà, ici, c'est un carton des biscuits rouge aviateur, on les vendait et une partie de profit, c'était le don pour l'aviation, pour la Société des Amis de la flotte aérienne. En août 1923, seul le département de Petrograd de la Société des Amis de la flotte aérienne comptait plus de 10 000 membres. Et en janvier 1924, déjà plus de 41 000 personnes. Certes, il faut reconnaître que tout le monde n'est pas entré dans la société et a donné de l'argent volontairement.
La pratique de l'entrée collective dans la société a été utilisée largement. En 3 ans, les amis de la flotte aérienne ont recueilli des fonds suffisants pour construire 55 avions et acheter à l'étranger encore 65 appareils. Pour comparaison, au début de 1926, l'armée rouge ne disposait que 694 appareils. Mais le résultat le plus important des activités de la Société des Amis de la flotte aérienne a été la formation d'un consensus positif sur le projet aéronautique dans la société soviétique. Une nouvelle vague d'intérêt pour l'aviation militaire a été observée lors de l'alarme militaire de 1927, lorsque la société soviétique, en raison de certaines circonstances de politique intérieure et étrangère, s'est retrouvée dans une situation de simulation de guerre. Cette année, une puissante organisation publique paramilitaire a été créée. C'est la Société d'assistance à la défense et à l'aviation et à la construction chimique, OSO Avia Him. Voilà, ce sont la devise, oui, un des slogans les plus populaires de cette société était notre réponse à Chamberlain. Pourquoi Chamberlain? Voilà notre réponse à Chamberlain. C'est membre de la société et voilà, c'est notre réponse à Chamberlain avec des avions et avec une liste des donateurs. Et voilà, cet appareil, cet avion s'appelle aussi notre réponse à Chamberlain. Et pourquoi Chamberlain? Parce que le 28 mai 1927, le ministre britannique des Affaires étrangères, Chamberlain, a annoncé la rupture des relations diplomatiques entre l'Angleterre et l'Union soviétique. Et dans la presse soviétique, dans des discours des dirigeants militaires et politiques soviétiques, le thème de la guerre imminente est devenu l'un des principaux. Alors, les tâches de la société, les tâches de OSO Avia Him comprenaient la promotion du développement de l'industrie aéronautique, la diffusion des connaissances militaires parmi la population et le renforcement de la défense du pays. La société comptait 14 millions de membres. À la fin des années 20, OSO Avia Him est devenu l'initiateur d'une série de grands vols. Dans de nombreuses villes, des aéroclubs ont été créés. L'aéroclub central de l'URSS a été ouvert à Moscou, bien sûr. Au début des années 30, le développement du parachutisme, du planérisme, de l'aéromodélisme a commencé. Voilà, ce sont des membres de OSO Avia Him. Vous pouvez voir des femmes parmi eux. Oui. Et ils sont, comme vous voyez, ils sont des personnes civiles, pas militaires. Et ce poster, c'est aile rouge. C'est une protection fiable de l'Union soviétique. Voilà, ce slogan. Et ce sont des cadets. Et ce sont des cadets de OSO Avia Him, pilote futur. Alors, en 1936, il y avait 150 aéroclubs, 240 stations de planeurs
600 tours de parachutisme. En 1935, plus d'1 million de personnes ont sauté avec des parachutes. En 1936, selon diverses estimations, peut-être exagérées, plus de 2 300 000 de personnes ont sauté avec des parachutes. Jusqu'à 1941, jusqu'à la guerre, les aéroclubs d'Osso Ibrahim avaient formé 121 000 pilotes, 122 000 parachutistes, 27 000 planéristes. Et la plupart d'eux ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. La participation aux activités d'Osso Ibrahim permettait aux jeunes hommes soviétiques ordinaires de se rapprocher des célestes, pilotes professionnels. Voilà, c'est un placard, c'est un poster. C'est un poster. Nos pilotes font des merveilles. Et c'est une peinture, c'est un tableau très célèbre d'un peintre illustre soviétique, Alexandre Deineka, qui s'appelle Les futurs pilotes. Les futurs pilotes. Voilà. Bon. Alors, les pilotes étaient les figures emblématiques centrales du milieu des années 1930, des modèles d'héroïsme, des modèles à suivre. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Europe, comme vous connaissez, j'en suis sûre, l'Europe a connu une période de romantisme héroïque. En France, par exemple, est né le phénomène culturel du pilote as, comme Roland Garros. On les appelait souvent chevaliers du ciel. La flotte aérienne russe n'avait pas d'avion de chasse au cours des 2 premières années de la guerre et des pilotes russes ne pouvaient pas mener des combats aériens. C'est pourquoi le phénomène culturel du pilote as n'est pas apparu en Russie. Au contraire, l'attention de la société russe a été attirée sur le côté destructeur de l'aviation. Mais déjà, dans les années 30, l'image héroïque de l'aviateur a été formée. Sans guerre, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que c'était l'image d'un aviateur militaire, mais il a été créé dans le pays qui n'ait pas été en guerre. Voilà. L'ambiance publique des années 30 et l'aspiration vers le ciel avec tous les moyens techniques possibles. Avions, planeurs, dirigeables, ballons et parachutes. Bien sûr, la conquête de l'espace aérien faisait partie d'un mouvement plus large et plus inclusif. Dans cette série de pratiques héroïques, il convient d'inclure le mouvement stakhanoviste, les conquérants du pôle Nord, les athlètes, les militaires et les autres. Mais les pilotes occupaient une place particulière. L'image du pilote a combiné les progrès technologiques et la force physique en même temps, le risque et l'héroïsme, et incarner l'homme du futur. Enfin, les avions étaient étroitement liés à la défense et à la concurrence avec 4 puissances aéronautiques, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Une sorte de galerie de pilotes zéro s'est formée. Au centre d'elle se trouvait une paire inséparable de Valéry Tchkalov et de Staline. Tchkalov, il est au centre. Voilà. Dans cette galerie, on peut voir également les copilotes de Tchkalov, membres de son équipage Belekov et Baydukov.
cet équipage a effectué un vol transpolaire. Vodapianov, je vais montrer son portrait un peu plus tard. Vodapianov, c'était des vols au pôle Nord. Kokinaki, qui volait dans la stratosphère, et les femmes aviatrices, Grisadubova, voilà, Grisadubova est au centre, Raskova et Asipenko. C'était un équipage de l'avion, la patrie, voilà, Rodin, la patrie. Dans la première moitié des années 30, l'intérêt pour les voyages aériens a diminué, à vrai dire. La raison principale en était la réalité objective. Il n'y avait tout simplement pas d'avions et de moteurs de classe mondiale à URSS pendant cette période, et il n'a pas été possible de démontrer de manière convaincante au monde les réalisations du nouveau système social. Cependant, la percée industrielle du pays a permis la création d'une industrie aéronautique, et déjà au milieu des années 30, les grands vols soviétiques ont repris à un niveau qualitativement plus élevé. Ensuite, les noms d'éminents pilotes et navigateurs soviétiques qui ont conquis l'espace sont devenus mondialement connus. En 1934, un groupe de pilotes militaires, Molokov, Kamanin, Vodapianov, Lepidevsky, Slepnev, Doronin, ont pris part à l'expédition de sauvetage de l'équipage du bateau à vapeur Tcheluskin, écrasé par la glace dans le détroit de Bering. Le 16 avril 1934, par un décret du comité exécutif central de l'Union soviétique, a été institué le titre le plus élevé de héros de l'Union soviétique, qui pouvait être décerné pour des services personnels ou collectifs à l'État associé à l'accomplissement d'un acte héroïque. Et le 20 avril 1934, Lepidevsky, Livanevsky, Molokov, Kamanin, Slepnev, Vodapianov et Doronin ont reçu le titre de héros de l'Union soviétique. Et voilà, c'est la photo de leur rencontre à Moscou, des héros. Vous voyez de nombreuses affichettes. C'était très populaire. On rencontrait de la même manière des autres héros, des autres pilotes, des autres aviateurs. Les Tcheluskinites et leurs sauveteurs ont repoussé les horizons du possible. En 1934, la planète entière pouvait observer dans les rapports de la presse soviétique l'avancement de l'expédition de sauvetage. Au tout début de l'opération, la presse occidentale doutait fortement de son succès, croyait qu'il était impossible de sauver, les efforts étaient inutiles et même nuisibles, car ils insufflaient de faux espoirs aux gens à la dérive. Par conséquent, tout ce qui a suivi est devenu non seulement le triomphe personnel des Tcheluskinites, mais aussi le triomphe de tout le pays. Le 3 août 1936, le pilote Vladimir Kokinaki, voici, c'est son portrait, il est très sympa, est monté dans le ciel à une altitude de plus de 13 km. Et il a ouvert une série des records soviétiques. Voilà, c'est aussi le stratostat, un stratostat de Osso Aviachim.
avant le départ et c'est son équipage, Fedosenko, Vasenko et Usynin. Alors, c'était une série des records soviétiques, des records de l'altitude, des records de la distance, les records techniques. L'avion soviétique ANT-25, création d'Andrei Tupolev, avait une conception inhabituelle. La principale caractéristique était l'aile d'un grand allongement et elle était si différente de la technologie aérienne traditionnelle qu'elle était perçue par les contemporains comme quelque chose de fantastique. Les records soviétiques d'aviation étaient associés non seulement à de nombreuses innovations techniques, la participation des femmes au vol était également nouvelle. En 1936, Polina Osipenko, voilà, c'est elle, Polina Osipenko a déclaré à l'occasion d'une réunion des femmes au Kremlin: « Je promets de voler au-dessus de toutes les filles du monde. » Et ce serment a marqué une étape importante dans l'émancipation de l'aviation soviétique. Ces trois aviatrices, je ne sais pas, est-ce qu'on peut les nommer comme pilotes, les aviatrices, je ne sais pas comment c'est correct. Alors, voilà ces trois pilotes, Grizadubova, Raskova, Osipenko, ont établi un record international féminin pour la distance de vol sans escale. On le voit, voilà, c'est le record français de Duperron, c'est 4360 km et en octobre 1938, Grizadubova, Osipenko et Raskova, en 26 heures, à 26h30, ont parcouru 6500 km et ont reçu le titre de héros de l'Union soviétique aussi. C'était les premières femmes héros de l'Union soviétique. Après son atterrissage, ils ont envoyé une télégramme à Staline. Oui, avec votre nom dans les cœurs, nous, les filles de la grande patrie socialiste, avons volé sans atterrissage à travers les nuages, les brumes, le givrage et la nuit de Moscou, le cœur de la patrie, jusqu'aux rives de l'amour. Dans le marais, dans le taïga, parmi les collines, nous n'étions pas seuls, avec nous, tout notre peuple, le parti communiste et vous, camarades Staline. Merci pour vos soins paternels. Voilà. Mais le moment de la plus haute célébration, c'était un vol sans escale vers les États-Unis d'Amérique. Le 18 juin 1937, ce vol a été effectué par l'équipage de Valery Chkalov avec copilote Baydukov et navigateur Belakov. Cet avion, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation mondiale, a dû franchir des milliers de kilomètres de route passant par le pôle Nord sans escale et dans les conditions les plus difficiles de l'Arctique. Malgré toutes les difficultés, la traversée du pôle Nord était l'ultime rêve des aviateurs de ces années-là. Premièrement, c'était la route la plus courte entre les deux continents. Lors d'un vol de Moscou à San Francisco à travers l'océan Pacifique, il était nécessaire de parcourir 18 000 km, de l'autre côté de l'Atlantique 14 000 km et à travers le pôle seulement 9 600 km. Deuxièmement, il a combiné le romantisme du ciel avec l'héroïsme de l'exploration polaire qui a couronné des grandes découvertes géographiques et était une mission d'honneur particulier.
Après une courte tournée solennelle en Amérique, les héros soviétiques se sont rendus en France sur le paquebot transatlantique Normandie et il y a une anecdote, une histoire sur la conversation de Valéry Tchkalov avec un millionnaire américain à bord de Normandie. Le millionnaire a demandé comment était riche Tchkalov. Et le pilote a répondu qu'il en avait 170 millions. Des roubles ou des dollars, a demandé ce millionnaire. Et la réponse est venue 160 000 de personnes qui travaillent pour moi de la même manière que je travaille pour elles. Bien sûr, c'est un passage de propagande. En fait, dans les années 1930, dans la société soviétique, il y avait une transition du collectivisme à un plus grand individualisme, de l'homme de masse à des personnalités exceptionnelles. Le collectif cesse d'être un héros de la construction socialiste. À partir de 1935, un tel héros devient une personne, une sorte de surhomme stalinien. Mais si l'aviation dans la réalité des années 30 était le destin des héros, alors dans les idées de masse sur l'avenir, elle s'est transformée en un élément essentiel de la vie quotidienne. Littérature, belles lettres, peinture, cinématographe ont créé une culture particulière futuriste aéronautique. Voilà, par exemple, ce sont des posters de quelques films soviétiques sur les aviateurs. C'était des chasseurs, raids au fond et des pilotes. Voilà. Et pour finir, une vraie histoire. En 1938, le célèbre pilote Valéry Tchkalov a péri. 2 semaines plus tard, le 28 décembre, la ville Orenbourg, dans l'Oural, à la frontière entre l'Europe et l'Asie, a été rebaptisée Tchkalov. Après la mort du héros, des architectes de Moscou ont élaboré un plan pour transformer Orenbourg en capitale de l'aviation de l'URSS. Pour ce faire, il était nécessaire de détruire la ville complètement, de détruire l'ancienne forteresse et de reconstruire toute la ville afin qu'elle ressemblerait à un avion. Heureusement, cela n'est pas produit. Orenbourg, c'est une ville charmante avec une citadelle du XVIIIe siècle très intéressante. Mais cet exemple montre qu'à la fin des années 30, le projet d'aviation soviétique a été pleinement légitimé, faisait partie du modèle soviétique et constituait la base idéologique de la transformation de l'Union soviétique en l'une des puissances aéronautiques principales du monde.